quelques préliminaires. Nous allons commencer par quelques préliminaires avant le début de la séance proprement dite. Je demande au docteur Ouais. Olfa Ouais, je dis des si elle médecins qui nous suivent un truc en dit. m'entend. On vous demande de couper vos micros durant toute la séance. Et quand on vous donnera la parole, vous pourrez réactiver vos micros. Sinon, on entend tout ce qui se dit autour de vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous demande de couper tous vos micros. Si le docteur Olfa m'entend, Oui, elle docteur. peut activer son micro et nous présenter, nous rappeler un peu notre projet de webinaire sur la pédagogie universitaire et donner quelques consignes avant que je ne reprenne la parole pour d'autres indications. Docteur Olfa, si vous m'entendez. Ok, je vous entends. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. On est déjà à notre troisième webinaire et ben, le temps passe vite. Je rappelle que l'idée, c'était de partager, nous sommes les cinq universitaires de différents pays africains, ça vous l'avez déjà remarqué et découvert. On a fait une formation exceptionnelle à l'Université libre de Bruxelles, c'est la formation FIPUL. Et suite à ça, dans le souci de partager avec tous nos universités respectives ce qu'on a appris, on ne se nomme pas des experts en pédagogie, ça on tient toujours à le dire, chacun d'entre nous, mais on voudrait bien partager avec tous nos collègues, nos camarades, nos amis des différentes universités africaines, ce qu'on a appris durant notre formation, ce qu'on a continué à travailler et à étudier parce que c'était un domaine passionnant et qui nous a passionnés. Pour le premier webinaire, vous savez que c'était le sujet de l'alignement pédagogique. Il a été suivi par les objectifs d'apprentissage, qui est en fait un sommet du triangle d'alignement pédagogique. Pour cette fois, ça serait la gestion des grands groupes, qui est un problème très présent dans plein d'universités africaines. Euh, et donc, ça serait avec le docteur Pascal qui va présenter ce webinaire et la docteure Stéphane Céleste Kang qui va nous présenter ce sujet. Je te cède la parole, Pascal. Merci. Merci bien, docteur Alpha. Donc, à la suite de docteur Alpha, je voudrais rappeler le contenu des deux premières séances. Alors, la première séance, animée par le docteur Pascal Kolesnori et moi-même, avait traité de l'alignement pédagogique. Et nous avions montré à l'époque, il y a 2 semaines, que l'alignement pédagogique était central pour toute pédagogie universitaire. Alors, l'alignement pédagogique concerne 3 éléments qui doivent être alliés: les objectifs, ensuite la pédagogie, donc les méthodes pédagogiques, et ensuite les stratégies d'évaluation. Ces 3 éléments doivent être bien alignés et bien cohérents. C'était l'objet de la première séance, le 7 février. Et la séance suivante, le 14 février, donc mercredi passé, avec le docteur Hervé Mutombo depuis la RDC, nous avons ciblé un des éléments de la triple concordance. Cet élément, c'était les objectifs d'apprentissage que nous avons disséqués avec l'aide du docteur Stéphane Céleste qui a appuyé Hervé Mutombo qui avait quelques problèmes de connexion. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement traiter de la pédagogie des grands groupes avec Madame Stéphane Céleste Soken, Madame Das,
docteur en études anglophones, enseignante et chercheuse à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Alors, elle échangera avec vous ce soir sur la gestion des grands groupes auxquels nous sommes peut-être tous confrontés. Elle-même, elle est confrontée dans son quotidien académique à ce problème. Alors, elle va passer en revue la théorie relative à la pédagogie des grands groupes, mais partagera surtout aussi son expérience en la matière. Et au terme de sa présentation, nous aurons l'occasion d'intervenir, soit pour compléter ce qu'elle aura dit ou poser des questions. Nous allons essayer aujourd'hui, à la demande de beaucoup, de rester dans le canevas d'1h15 sans vous frustrer. On va essayer de donner la parole à tout le monde en vous demandant d'être concis et précis. On va essayer de rester dans juste 1h15, pas plus. Je laisse toute la place maintenant au docteur Stéphane Céleste Soken qui va nous donner sa présentation sur la gestion des grands groupes. À vous la parole. Oui, merci Pascal. Je suis ravie d'être là. Et comme tu l'as dit, nous allons parler aujourd'hui de la pédagogie des grands groupes. Je vais donc partager mon écran et puis nous allons commencer. Voilà, je sais pas. Je crois que c'est bon, vous l'avez. Oui, c'est OK. Oui, c'est Oui, bon, nous Stéphane. allons donc parler, oui, de la pédagogie des grands groupes. Là, à l'image, vous avez ma classe de troisième année, le niveau 3, les études bilingues à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Bon, nous allons donc commencer par les objectifs. Oh là là. Super. La diapo nous a renvoyé à la fin. L'objectif alors de cette présentation, c'est d'accompagner l'enseignant à l'initiation, à l'enseignement ou l'apprentissage d'un cours en situation de grand groupe. Comme contenu, nous aurons la définition d'un grand groupe et de ses objectifs. Nous allons passer à l'identification des difficultés liées à la gestion des grands groupes. Nous allons passer ensuite à la mise en œuvre des méthodes, de quelques méthodes ou techniques d'enseignement ou d'apprentissage en situation de grand groupe. Et enfin, nous allons regarder ensemble comment évaluer dans les grands groupes. Nous passons à la diapo suivante. D'abord, quel est le constat? De plus en plus dans nos universités, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, nos salles de classe et nos amphithéâtres ont des effectifs pléthoriques, avec des effectifs allant de plus de 100 à 3000 étudiants, pour des salles qui, malheureusement, ne sont prévues que pour ne contenir que la moitié, voire le tiers, ou même le quart de ces effectifs. Oh là là, j'ai un petit souci. Super, en même temps, on voit toute la présentation à l'avance. Qu'est-ce qu'un grand groupe? On est en situation d'un grand groupe à partir du moment où, dans une situation d'enseignement-apprentissage donné, le nombre d'apprenants est tel qu'il constitue un facteur réducteur parmi d'autres
pour l'application des méthodes habituelles d'enseignement et d'évaluation et pour l'efficacité et l'équité du système d'apprentissage. Ça, c'est une définition proposée par la Confédération des ministres de l'Éducation en francophonie en 91. Ce qui signifie donc qu'il serait difficile en pédagogie de grands groupes d'avancer un chiffre. De dire c'est très difficile de dire on a un grand groupe à partir de 100, de 200, de 300. Mais à partir du moment où c'est difficile pour l'enseignant de faire passer les connaissances telles que prévues selon ses objectifs, on peut parler d'une situation de grand groupe. Quelles sont donc les difficultés liées à la gestion des grands groupes? Nous avons plusieurs difficultés pour ceux qui sont confrontés à ce genre de groupe. On a notamment le maintien de la discipline, c'est difficile en grand groupe. La prise en compte de la diversité des apprenants, la participation effective de tous les apprenants, la mise en œuvre des méthodes actives, nous en parlerons avec la pédagogie active à la prochaine présentation, la gestion du temps, la possibilité très limitée d'échanges, discussions entre le formateur et les apprenants, l'évaluation en elle-même avec le nombre, le grand nombre et surtout la qualité, les infrastructures qui sont très souvent inadaptées, avec des petites salles, un matériel pas approprié, l'absence de labo, l'insuffisance des manuels scolaires pour les classes qui utilisent un manuel scolaire, les tâches de l'enseignant qui deviennent vraiment pénibles, comme la correction des copies ou des exercices ou même l'exécution des programmes. Nous allons passer maintenant aux objectifs de la pédagogie des grands groupes. Les objectifs de la pédagogie des grands groupes sont essentiellement d'adapter la pédagogie aux conditions objectives du système éducatif, d'aider l'enseignant à mieux gérer sa classe et d'emmener tous les élèves ou apprenants, malgré leur grand nombre, à participer activement aux activités d'apprentissage à travers une bonne organisation de la classe en sous-groupe de travail avec des techniques appropriées. Alors, nous avons dit en sous-groupe. Nous proposons donc la division en sous-groupes comme première option pour la pédagogie des grands groupes. Selon les spécialistes de la pédagogie des grands groupes, il s'agit de mettre l'ensemble des apprenants, ou du groupe ou de la classe, en plus petits groupes, appelés sous-groupes, dont le nombre des membres varie entre 4 et 10, selon les tâches à effectuer et l'espace disponible pour un travail d'équipe. Quelle doit donc être, dans ce cas, la posture de l'apprenant et de l'enseignant pendant une activité de groupe? L'apprenant peut jouer plusieurs rôles dans une activité de groupe. Il peut être chef de groupe, il peut être rapporteur ou bien gestionnaire du temps. L'enseignant, alors, il organise le groupe classe en sous-groupes qu'il peut plus facilement encadrer. Ces tâches se situent dans l'organisation spatiale, l'organisation des sous-groupes et le suivi et évaluation des activités. Prenons la posture de l'apprenant pendant une activité de groupe. Tout apprenant peut être amené à jouer les rôles de chef de groupe, de rapporteur ou de gestionnaire du temps. Le chef de groupe, il est choisi parmi les apprenants et est considéré comme le substitut de l'enseignant parce qu'il organise le travail en coordonnant les différentes interventions et en veillant à la discipline. Le rapporteur, il collecte les résultats du travail et les consigne fidèlement pour les rapporter au groupe classe en plénière. Il apporte des éclairages nécessaires à la classe lors des activités de groupe. Le gestionnaire de temps, c'est le gardien du temps et il veille à l'exécution de la tâche dans le temps imparti en rappelant le temps restant. Nous passons maintenant à la posture de l'enseignant. Que fait donc l'enseignant pendant une activité de groupe? Après avoir organisé les sous-groupes et l'espace classe, l'enseignant
se concentrera pendant le travail de groupe sur le suivi-évaluation des activités. Il devra, entre autres, surveiller étroitement les différents sous-groupes, apporter des éclairages complémentaires, inciter à la prise de parole, susciter l'interaction entre apprenants, amener les apprenants à assumer la responsabilité assurer l'évaluation des résultats en fin de séance et enfin répondre aux sollicitations spécifiques de chaque sous-groupe ou de chaque apprenant. Nous passons maintenant aux modalités de travail de groupe. Lors d'un travail de groupe, nous avons la première phase qui est la consigne du travail, où l'enseignant donne les consignes de travail et la durée qui sont rappelées par les animateurs des différents groupes, les chefs de groupe, les gestionnaires de temps, les rapporteurs. Ensuite, nous passons à l'exécution individuelle, par exemple, où chaque membre du groupe travaille seul gestionnaire du temps, sous la coordination de l'animateur, et le secrétaire du groupe qui fera la synthèse des travaux. Enfin, nous avons la communication des résultats. Le rapporteur du groupe fait la présentation des travaux et l'enseignant se charge de faire des précisions éventuelles, voire des approfondissements sur la leçon choisie ce jour. Quel est donc pour nous l'intérêt de la pédagogie de groupe? Nous allons d'abord passer à l'intérêt pour l'apprenant. Pour l'apprenant, la pédagogie de groupe permet de confronter, d'échanger des idées, d'exercer une pensée critique, de confronter sa façon de faire à celle des autres, de découvrir de la nécessaire organisation du travail, participation, d'empathie, d'écoute ou de respect, de développer la confiance en soi, de révéler ses capacités, de prendre conscience de ses limites ou même de surmonter sa timidité. Qu'en est-il donc de l'enseignant? L'enseignant, lui, est perçu comme une personne ressource, une personne qui aide à structurer, à orienter, à valider les résultats de recherche. Il est plus à l'écoute, plus accessible et a davantage de temps pour répondre aux préoccupations particulières. Le travail de groupe permet d'accroître l'efficacité pédagogique de l'enseignant et d'accroître la confiance de l'élève vis-à-vis de l'enseignant, car celui-ci n'est plus perçu comme un gendarme, mais plutôt comme un facilitateur. Alors, la notion suivante, comment interagir avec un grand groupe? Ça, c'est des astuces. Avec un grand groupe, il faut d'abord passer par la case préparation. Elle est vitale. Sélectionner au préalable ses activités, réfléchir aux moyens de communication, etc. Il faut faire tout cela en amont avant de passer au maintien de l'attention des apprenants. Vous le savez, selon Pro, l'attention des étudiants baisse de 10 à 15 minutes après le début de la séance. Donc, l'attention est difficile à garder. Et on peut le faire en insérant régulièrement des activités, en variant les outils et les supports ou en privilégiant les interactions. En phase suivante, après la préparation, après l'essai de maintien de l'attention, on peut passer à la présentation où l'enseignant se présente aux apprenants pour plus de familiarité, pour faciliter de communication, où il présente les objectifs du cours, où il présente les attentes, où il présente les types d'évaluation et les modes d'évaluation, etc., pour que l'apprenant puisse s'imprégner efficacement du cours. Après la présentation, il y a la participation. Il faut susciter la participation active de tous en proposant par exemple des activités en sous-groupe pour permettre à tous de s'exprimer en ayant des pauses
questions-réponses, par exemple, lors du cours, et différents autres types d'échanges. Après la participation, nous avons le rythme qui est important. Il faut dynamiser le cours, ok, en employant différentes stratégies d'enseignement. Il ne faut pas être monotone. Il ne faut pas rester une seule voix, par exemple. Il faut changer de voix, etc. Ça aussi, ça vient dans l'adaptation, par exemple. En parlant d'adaptation, il est important ici d'utiliser, de noter l'utilisation des nouvelles technologies qui pourraient s'avérer importantes. C'est d'ailleurs l'une des deuxièmes options que nous proposons avec la digitalisation des enseignements. En présentiel, on peut par exemple se déplacer dans la salle, être attentif au langage non verbal des apprenants. Si vous voyez que peut-être ils ont plutôt l'air trop calmes, peut-être endormis, trouver une astuce pour les réveiller. Il faut varier la voix, etc. Ça, ce sont des astuces pour le cours. Maintenant, pour les grands groupes, voici quelques techniques ou méthodes que nous pouvons utiliser pour des sous-groupes, en classe de sous-groupes. Et nous avons en premier lieu le brainstorming, qui est la recherche collective d'idées. Ici, le brainstorming consiste à recueillir d'un public d'apprenants des idées par rapport à un problème posé, à un objectif défini, à demander à chacun de dire tout ce qui lui passe par la tête, mais vraiment sans censure sur un sujet précis. Et ensuite, l'examen critique des propositions est remis à plus tard. C'est vraiment bien. Et pourquoi on évalue ensemble après? Après le brainstorming, nous avons l'exposé, qui est très utilisé, c'est vrai, où un groupe d'élèves présente devant le groupe classe un exposé sur un thème et les participants ont la possibilité de poser des questions ou d'intervenir. Nous avons aussi le Félix 6x6. C'est une technique qui consiste en une recherche en temps limité de 6 minutes par petit groupe de 6 personnes. L'enseignant prépare le thème de la discussion et prend soin de le décomposer en sous-questions précises. Et pour chacune des questions, les participants se concertent en sous-groupe. En quatrième point, nous avons l'enseignement par les pairs ou entraide pédagogique ou enseignement mutuel. L'enseignement mutuel consiste à responsabiliser certains élèves en leur confiant une part des tâches incombant normalement au professeur. Pas toutes les tâches, bien sûr. Ainsi, dans une classe, on peut avoir, en fonction de leurs compétences avérées ou de leur motivation, des élèves responsables des leçons de grammaire, de mathématiques, etc., ou d'anglais. Ça, c'est le quatrième point. En cinquième point, comme technique, on peut avoir, technique pour les sous-groupes, l'élaboration progressive. Ici, elle consiste à faire exécuter une tâche par un sous-groupe minimal de 2 ou 3 élèves en un temps donné, de les réunir ensuite progressivement en sous-groupes de 6, de 12, puis de 24, pour la poursuite de la tâche en redéfinissant un autre temps d'exécution. En sixième point, nous avons la leçon débat. Elle est très proche de la précédente et elle consiste à séparer la classe en sous-groupes importants et à mettre les élèves en situation d'avoir à résoudre un problème. Là, chaque groupe propose ses hypothèses, puis les confronte à celles des autres pour parvenir à une solution. En septième point, la dernière méthode que nous pouvons proposer pour les sous-groupes, nous avons la technique des mini-cas. Elle consiste à diviser le grand groupe en sous-groupes de 7 à 8 personnes pour donner à chaque groupe une partie du thème. Les sous-groupes réfléchissent sur des sous-thèmes se rattachant au thème général. La lecture et la discussion des sous-thèmes à la plénière permettant ensuite de déboucher sur une synthèse du thème. Maintenant, nous passons donc à un aspect important pour la pédagogie des groupes. Nous avons d'abord proposé en première option la division en sous-groupes. Et en deuxième, ultime option, nous vous proposons la digitalisation des enseignements, des évaluations. C'est quoi la digitalisation des enseignements? C'est par exemple l'utilisation de plateformes d'enseignement comme Moodle, comme Google Classroom, comme Cloomdle, etc.,
C'est peut-être la téléévaluation, ça peut être la classe inversée, ça peut être l'usage éducatif des TIC, ça peut être les dispositifs hybrides, etc. Nous allons prendre deux cas que nous allons vous exposer brièvement. Là, nous avons un exemple, la classe inversée. Nous voyons en premier sur l'image, d'abord, on a la classe traditionnelle où on a l'école classique, l'apprenant est là, la journée est longue, il s'assoit, il écoute des notes, il écoute, il est en classe, il est fatigué. Au moment des devoirs, il est vraiment à plat, complètement rap à plat. Et là, on a l'icône de on se motive parce qu'on est triste. Maintenant, la classe inversée. La classe inversée, à la maison, on se familiarise déjà avec le cours grâce à des vidéos et du contenu, par exemple, interactif. Maintenant, le lendemain, en classe, on a des activités et des travaux de groupe. Vous vous rappelez la notion de sous-groupe? Et puis, lors de ces travaux de groupe, on peut avoir une aire de personnaliser et des projets intéressants. Et là, vous voyez, l'apprenant est plus motivé avec la classe inversée. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple de digitalisation, je vais prendre le cas de Moodle, qui est un Learning Management System, un LMS, une plateforme d'enseignement qui est très intéressant. Là, à l'image, vous avez notre cours que nous avons développé à l'ULB pendant notre formation FIPUN. Ça, c'est un cours d'English Grammar Lexicology. Vous voyez comment vous le structurez en petits chapitres. Vous voyez au niveau des paramètres, vous avez l'administration du cours, vous avez les différentes configurations, les objectifs, l'importation, la sauvegarde, la restauration. Mais vraiment, Moodle vous offre la possibilité d'avoir un cours interactif. Et il y a la possibilité d'avoir des exercices. Pour chaque session, vous avez des objectifs, vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez interagir, vous pouvez créer des forums pour communiquer avec les apprenants. Vous pouvez, par exemple, comme vous le voyez à l'image, cacher certaines parties pour les étudiants, c'est intéressant. Mais grâce à Moodle, vous pouvez structurer entièrement votre cours et l'avoir comme si vous l'avez en réel, quoi. C'est vraiment une plateforme assez facile, assez fournie, vraiment reader-friendly, comme on le dit en anglais, pour les apprenants. Ça, ça, c'était le deuxième exemple. Maintenant, nous passons à l'évaluation dans les grands groupes. Comme vous le savez sûrement, en contexte de grands groupes, l'évaluation est toujours difficile. La docimologie n'est pas toujours objective. Il y a l'effet halo, les émotions, etc. Cependant, il est possible pour l'enseignant de disposer de plusieurs formes d'évaluation et aussi de plusieurs types d'outils qu'il peut combiner pour évaluer correctement les apprenants. On a par exemple l'évaluation individuelle. Ça, c'est vraiment selon le groupe parce que vous pouvez avoir 100 apprenants et la salle est beaucoup trop grande. C'est dans la gestion des grands groupes, mais vous décidez d'interroger nommément chaque élément du groupe afin de le suivre à travers ses progrès et cela à l'issue des activités menées. Je vous l'accorde que si vous avez des groupes de 4000, comme nous l'avons parfois, ce sera franchement difficile, mais c'est une possibilité. On peut avoir l'évaluation collective dans l'optique de renforcer l'esprit d'entraide et de solidarité au sein du groupe. L'enseignant peut décider d'interroger les apprenants pour le compte du groupe, par exemple. On peut avoir une évaluation différée. Là, qui est une évaluation, c'est un type d'évaluation à froid, avec par exemple le choix rotatif des devoirs à corriger ou la correction alternative. Concernant le choix rotatif des devoirs, cette rotation peut porter sur un groupe d'élèves sur une durée plus ou moins longue, selon le nombre d'élèves de la classe et de la nature des travaux. La correction alternative, ici, la classe est divisée en deux groupes et l'enseignant décide de corriger peut-être le groupe A cette fois et le groupe B une autre fois. Cela s'obtient après un consensus. Ils se mettent d'accord et puis ils se disent, ah, cette fois, on va commencer par ceci et la prochaine fois, par cela. On peut aussi avoir une évaluation immédiate, c'est-à-dire à chaud, et elle permet à l'enseignant de vérifier sur le champ l'impact de son enseignement ou le degré de réussite des apprenants à un exercice donné. Elle a l'avantage, comme je le disais, d'intervenir à chaud.
Là, je vous rassure déjà, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine série, dans la prochaine série de webinaires, nous avons l'intention de traiter la notion. Nous entrons vraiment en détail dans les types d'évaluation, que ce soit l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative ou sommative, etc. Dans la prochaine série, nous avons l'intention de parler plus en détail. Aussi, nous parlerons des choix d'outils d'évaluation, mais je vous le dis déjà, dans la pédagogie des grands groupes, le choix des outils est un élément déterminant d'efficacité. OK? Selon ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous pouvez avoir des questions ouvertes, des questions fermées, des questions à choix multiples ou des questions à choix unique. Voilà, en conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que l'enseignement des grands groupes comporte certes beaucoup de défis, mais avec une bonne préparation, il est possible d'en tirer des avantages et de faire profiter les étudiants. Parlant de faire profiter les étudiants, je voudrais annoncer déjà ici la prochaine présentation qui sera faite par le docteur Yemen Olfa sur la pédagogie active que je vous invite à ne pas rater parce qu'elle met vraiment l'apprenant, l'autonomisation de l'apprenant au centre de l'apprentissage et elle a un lien avec la gestion de groupe. Merci. Voilà quelques références qui seront disponibles après. Et merci à vous d'avoir été là. Merci. Merci, docteur Stéphane Souken de l'Université de Yaoundé 1. Alors, Bon, je vous laisse. Et Pascal, s'il vous plaît, activez votre micro. Oui, très bon. Oui, toutes mes excuses. Grandement merci au docteur Stéphane Soken de Cameroun, l'Université Yaoundé 1. Vous voyez que sa présentation révèle une enseignante confrontée à cette difficulté des grands groupes. Alors, je ne vais pas synthétiser sa présentation, c'est assez clair. Alors, je vais laisser la parole à qui veut intervenir. Notre technicien vous donnera la parole au fur et à mesure. Alors, ce que je suggère, ce que je propose, vous pouvez certes remercier la présentatrice, remercier pour l'initiative, mais en fait, on vous remercie d'avance pour vos remerciements. Alors, vous pouvez juste aller directement à vos questions et essayer d'être le plus synthétique possible pour que le plus de personnes puissent intervenir. Ce webinaire, comme l'a rappelé le docteur Olfa, c'est vraiment le rendez-vous des échanges. On ne prétend pas tout connaître, on partage juste ce qu'on a appris, mais peut-être que dans le groupe, le groupe des participants, il y en a qui connaissent plus que nous. Alors, c'est vraiment le rendez-vous du partage et des échanges. Alors, la parole vous est donnée. Si vous voulez intervenir, vous levez la main simplement et on va vous passer la parole. Professeur Zachary, pas de main levée? Il y a M. Emmanuel qui a la Il y a main. M. Emmanuel qui a levé la main. D'accord. On vous demande, ceux qui viennent d'arriver, de fermer vos micros si on ne vous donne pas la parole. Donc, Monsieur Emmanuel, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup, chers collègues, pour la parole que m'accordez. Merci beaucoup à docteur Stéphanie Céleste. Moi, je voudrais partager avec vous une difficulté. J'enseigne un cours de technique de communication et j'ai plus de 400 apprenants. Alors, j'ai réfléchi à la pédagogie de grands groupes, mais j'ai pu créer 20 groupes. Alors, franchement, 20 groupes, donc j'ai des groupes de plus de 20 apprenants. Alors, j'arrive à peine à pouvoir les gérer au cours d'une séance de cours.
Est-ce que j'ai mal procédé parce que c'est un problème du nombre, est-ce que j'ai mal procédé en prenant 20, plus de 20 par groupe? J'aurais pu peut-être en avoir moins, mais je n'ai pas assez d'espace. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Voilà ma préoccupation. Merci Merci, bien. Daniel. Professeur Merci. Stéphane, est-ce qu'on pourrait prendre deux, trois questions avant que vous ne répondiez? D'accord, ça Ou bien vous marche. préférez répondre au fur et à mesure? Non, non, deux, trois questions, c'est bon. Super, merci. Donc, encore une autre personne. Marie-Pauline. J'ai demandé la parole, je peux parler? Oui, Monsieur Sarré, allez-y. Merci, bonsoir à tous. Alors, moi, Bonsoir. je voulais poser une préoccupation parce qu'on a aussi des situations de grands groupes qu'on gère. Ordinairement, pour la phase enseignement-apprentissage, on arrive facilement, bon, en tout cas, à trouver des stratégies. Mais quand on fait face à l'évaluation, ce n'est pas toujours évident. Et ici, ce qui m'a intéressé, c'est que on a parlé d'évaluation différée et dans laquelle formule il y a l'évaluation rotative, les devoirs rotatifs. Ça m'est arrivé effectivement de penser à cette formule, mais je m'en suis abstenu et la raison était la suivante. Si c'est une évaluation qui va être suivie d'une note, si on fait ça de façon rotative, je me suis inquiété, est-ce que des étudiants ne pourraient pas dire tel groupe a eu un avantage par rapport au sujet que tel autre groupe? Et donc, je m'en suis abstenu. Je voulais savoir si mon inquiétude a pu être partagée par d'autres personnes ou si il y a une manière de reconsidérer la question pour ne plus être, du moins, limité par cette inquiétude. Merci beaucoup. Merci, docteur Sarré. Encore une troisième personne encore. Marie-Paul, Marie-Paul, on vous écoute. Pouvez juste activer votre micro. merci bien à vous, professeur. Merci beaucoup à Dr. Stéphane. Je voudrais lever peut-être pour moi un autre contexte. Je suis souvent vacataire pour des sessions intensives sur 24 heures en une semaine avec des grands groupes. Ce qu'on a, c'est que de plus en plus, les apprenants ne sont pas favorables au QCM. Parce qu'après une session, surtout quand c'est une session dans un autre territoire, autre le lieu de résidence, il faut pouvoir déposer les copies selon les exigences de l'institution, déposer les copies avant de partir ou bien faire des travaux de groupe. Alors, je voulais savoir quelle est la pertinence parce que parfois, faire des travaux de groupe au niveau de l'évaluation, où je me trouve dans cette partie de la question, faire de l'évaluation pour plusieurs groupes n'est pas assez pour moi pertinent, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour savoir quel est l'apport individuel de chaque étudiant. Pendant même le cours, scinder la classe en plusieurs sous-groupes pour le temps qu'il nous a imparti, parfois c'est quasi difficile. Surtout qu'on a peut-être des créneaux horaires de 6 heures par jour étalés sur 5 jours ouvrés ou même 4 heures, voilà. Et vraiment, on sent que les étudiants sont fatigués. Donc, je ne sais pas quel conseil vous donnerez dans ce cas. Ça se gère bien quand on est en ligne, mais quand on est en présentiel, j'ai toujours cette difficulté et c'est pas je vais dire, je me rends compte que pour moi, je suis toujours dans ce mal-être et je comprends un peu ce que vivent les étudiants. Et l'objectif n'est pas qu'ils se sentent sanctionnés par des notes, mais qu'ils apprennent et qu'ils aiment apprendre pour pouvoir le reproduire demain dans leur pratique. Donc voilà ma préoccupation. Merci, docteur Marie-Paul. Je propose au docteur Stéphane Céleste de répondre à ces trois questions. Sinon, si je les accumule, vous risquez fort d'oublier. Donc, d'abord la question de monsieur Emmanuel, qui demande votre conseil. Il a constitué des groupes de 20 étudiants.
parce qu'il a des problèmes d'espace. Il faut bien trouver des lieux de rencontre pour ces différents groupes. Alors, si vous avez 400 étudiants, comme il le dit, et divisé par 20, ça fait beaucoup. Donc, il demande des conseils par rapport à ces difficultés qu'il a. Est-ce que 20 étudiants, c'est gérable avec la méthode que vous proposez? D'accord, merci Pascal. Je me doutais bien qu'on aurait des questions sur l'évaluation. C'est pour ça que je dis qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de toute l'évaluation. Et dans la prochaine série de webinaires, j'espère que je reviendrai avec juste pour thème les évaluations où nous pourrons partager. Je l'ai dit, j'ai eu une classe, première année, j'ai 700 apprenants, donc ça fait quand même un grand groupe. 20 par groupe, je dois vous l'admettre, c'est toujours énorme. En fait, c'est pas l'idéal, mais c'est déjà mieux que 400. J'ai eu à former des groupes de 20. Ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'à part les sous-groupes, je réponds en même temps à Marie-Paul et peut-être aux autres, à part les sous-groupes, il est important de penser à une autre option. Vous voyez, en première option, j'ai parlé des sous-groupes. Là, c'est des sous-groupes qui sont gérables, mais parfois même les sous-groupes sont ingérables. On peut penser à d'autres options comme la digitalisation des enseignements. Comme la classe inversée, par exemple, comme des évaluations en ligne avec des supports d'évaluation. Peut-être vous pouvez utiliser Google Form, hein, parce qu'avec Google Form, même si vous avez 1000 étudiants, ça se gère facilement et vous avez les notes individuelles. Mais là, pour ça, pour ces plateformes, on va en parler une autre fois, il faut maintenant trouver les techniques pour éviter la tricherie parce que c'est un autre problème qu'on rencontre avec les évaluations en ligne. Mais tenez-vous tranquille, il y a des astuces à cela. Dans 20, c'est difficile. Je pense que chez nous, par exemple, à l'Université de Yaoundé au Cameroun, nous avons des grands groupes, mais nous avons aussi les TD. Je pense qu'en principe, pour les techniques de communication, pour votre cours, les apprenants doivent être appelés à discuter, à parler. Les techniques de communication, c'est clair qu'il faut que les apprenants puissent communiquer. Donc, en principe, si vous n'avez pas de travaux dirigés ou de travaux pratiques, peut-être il faudrait faire en sorte, voir l'administration pour qu'on vous accorde un temps de travaux pratiques. Parce que chez nous, en général, on a le cours magistral et on a les travaux dirigés. Si ces deux options ne sont pas possibles, je pense que vous pouvez passer à la digitalisation des enseignements, comme je l'ai dit. Si vos apprenants ont un ordinateur, ceux qui en ont à la maison, chez nous, c'est assez difficile, mais heureusement, la plupart ont un téléphone portable. Même en classe, il y a des activités que vous pouvez mener avec des groupes pour essayer d'avoir des groupes plus petits. Vous pouvez chercher selon les types d'évaluation que j'ai proposés, celle qui vous sied le plus, c'est-à-dire vous pouvez commencer par des petits groupes de 4 en sachant que vous allez atteindre 24, des 4 qui vont devenir 8, toujours pour le même exercice, 8 qui vont passer à 12 et 12 qui vont passer à 24. Là, vous passez d'un plus petit groupe. Je suis d'accord parce que si vous avez un cours qui tient sur 2 heures, comme le nôtre, ce n'est pas évident, mais vous ne pouvez pas gérer 400 en 1 heure. C'est toujours mieux d'avoir des groupes et pensez peut-être aux travaux dirigés où vous pourrez avoir différents groupes. Et si vous ne pouvez pas avoir des travaux dirigés, peut-être pensez à l'option de la digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas seulement des cours en ligne, hein, parce qu'on a parlé des TIC pour l'éducatif avec votre projecteur. Il y a même des plateformes qu'on n'a pas besoin d'utiliser étant connecté. Vous pouvez penser à ces options-là, à vos projecteurs. Si vous en avez un ou deux, diviser la classe en 2 grands groupes, faire des activités à l'aide de vos projecteurs, etc. Mais vraiment, il faudra trouver une astuce pour faire participer le plus. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai essayé Stéphane, de répondre. juste, oui, oui, je vais juste lire une remarque de quelqu'un sur cette question. Donc, de notre collègue Karim Boukateff, qui dit que l'accès à la digitalisation pose d'autres problèmes d'accessibilité, d'équité et d'égalité de chance. Voilà, juste pour que tu puisses compléter, mais tu peux continuer à répondre à la deuxième question de Monsieur Saré et revenir après.
Oui, comme je le Pascal, disais tantôt, est-ce que je peux un peu oui, répondre allez-y, sur... allez-y. Hervé, oui. oui, Docteur Hervé, oui, allez, RDC. exactement. Allez. Voilà, moi, j'ai réfléchissé par rapport à cet aspect des choses soulevé par Emmanuel. Moi, je me disais, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir dans un contexte comme quoi vous serez accompagné par des collaborateurs? Bien entendu, vous avez un auditoire de 400 étudiants. Voici, vous l'avez divisé en 20 dans des groupes de 20 étudiants systématiquement. Mais exactement, vous ne serez pas seul pour surveiller les 20 étudiants. Et donc, ça suppose que vous serez en contact avec vos collaborateurs qui, de reste, veilleront sur les autres groupes pour les devenir. Et donc, on ne sera pas dans un contexte comme quoi vous-même, enfin, enseignant, en train de bien vouloir gérer les groupes ainsi divisés pour les 400 étudiants. Ça suppose que vous aurez avec vous vos collaborateurs qui connaissent déjà votre philosophie dans la matière et voilà. Et donc, ils vont faire pratiquement les mêmes boulots que vous feriez dans 2 ou 3 groupes. Donc, moi, à ce niveau-là, moi, je me dis, à tout bout des champs, vous devez être accompagné de vos collaborateurs. Voilà un peu mon intervention à ce niveau-là. D'accord. Merci bien. Je vois que M. Emmanuel veut parler. Propose que le docteur Stéphane essaie de répondre aux autres questions. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez encore rebondir. Peut-être que la question qui trotte dans votre tête actuellement trouvera une réponse dans les réponses que le docteur Stéphane va donner aux autres questions. Si vous permettez, M. Emmanuel. Alors, à la deuxième question de M. Sari. Docteur Stéphane. Donc, dit que les travaux de groupe pour la phase d'apprentissage ne posent pas, pour la phase d'apprentissage, ça va. Pédagogie dans un groupe, ça va. C'est assez gérable, mais l'évaluation est difficile pour les grands groupes. Voilà. Je vous laisse répondre à cette question. J'ai pas très bien suivi la question, Pascal. Je l'ai noté, mais je ne suis pas Je peux sûr la que j'ai... préciser? Je peux la Voilà, préciser? Oui, très oui, je vous rapidement. écoute. Oui, allez-y. Voilà, je vais aller rapidement. Il m'est arrivé de vouloir utiliser ce que je viens de découvrir sous le concept de devoir rotatif. Je n'avais pas le concept, je l'ai découvert au cours de ce webinaire. Mais je me suis abstenu de le faire en me disant, si j'évalue un groupe aujourd'hui et plus tard un autre groupe et ainsi de suite de façon rotative, il se pourrait que j'enregistre des plaintes. Par exemple, tel groupe a eu une épreuve ou un sujet moins compliqué que notre groupe. Surtout lorsque les enjeux sont des enjeux de notes qui vont faire passer ou en tout cas apparaître sur un bulletin, on peut être insatisfait, du moins penser qu'un autre groupe a eu un sujet plus abordable que le groupe auquel on appartient. C'est l'inquiétude que j'ai eue et je me suis abstenu. Je pose l'inquiétude ici pour voir s'il y avait des éléments que je n'ai pas pris en compte et qu'avec les conseils, je pourrais surmonter cette limitation que je me suis imposée moi-même, cette censure que je me suis imposée moi-même. Merci beaucoup. Merci. Docteur Stéphane, à vous. D'accord. D'accord, merci. Je dis ici que l'examen, le choix rotatif, il suit une certaine programmation tout d'abord et puis il doit faire l'objet de, comment je vais dire, vous devez acquérir l'adhésion du groupe. Ça, c'est inévitable pour le choix rotatif. Oui, il faut acquérir l'adhésion du groupe et c'est aussi selon la nature des travaux. Bien sûr, les évaluations peuvent être biaisées. Je l'ai dit, nous allons parler de l'évaluation, mais ça dépend du type de travaux que vous voulez faire. Par exemple, pour le choix rotatif, si l'objectif, toutes les évaluations devraient avoir le même objectif pour que les apprenants aient l'impression que l'évaluation est égale. Si, par exemple, vous avez pour objectif de je ne sais pas, d'analyser la structure, je suis anglophone, d'une phrase. Chez nous, en anglais, la structure d'une phrase. Il faudrait que toutes les différentes évaluations que vous allez donner
porte par exemple sur le même type d'évaluation. Je prends un exemple auquel je suis familière, d'accord? Par exemple, vous voulez connaître dans un texte la structure d'un paragraphe, les idées principales, l'agencement des idées, en sachant qu'un paragraphe a une seule idée. Je vous prends un exemple. Si vous voulez faire un choix rotatif des devoirs, il est clair qu'à tous les apprenants, à tous les groupes, vous devez donner un texte qui, cette fois, ne sera pas le même, mais qui visera à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire le même type de questions. Vous pouvez donner un texte pour le premier groupe sur le football. Vous pouvez donner un texte sur le deuxième groupe sur, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, la culture africaine. Mais les questions que vous allez poser doivent pouvoir vous aider à atteindre le même résultat. Il est clair que si vous donnez au premier groupe une évaluation sur la structure d'un paragraphe et que le groupe qui vient suivant, vous le donnez sur la forme des mots, c'est clair que c'est inégal. Parce que le deuxième groupe va se dire, ah, si j'avais peut-être eu le premier groupe, je m'en serais sorti mieux que le deuxième. C'est pour ça que pour le choix rotatif des élèves, des devoirs, il faut d'abord avoir une bonne programmation et arriver à un consensus. Vous devez absolument acquérir l'adhésion de tous les membres et qui ne seront pas surpris de voir telle question parce qu'elle ressemble très probablement à telle question, mais bien sûr avec des réponses différentes. Super. Ça, Monsieur c'est Saré. concernant le choix. J'ai déjà écrit pour... Oui. Parfait. J'ai déjà écrit pour dire que Réponse. j'étais satisfait. Merci Super, beaucoup. merci. Oh, merci, je vous remercie. Merci. Je La troisième propose de question, passer. c'était pour Marie-Paul, mais je crois que j'ai Ça. répondu par rapport, je ne sais plus, au report des notes, comment évaluer le groupe, la gestion. Je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Je dis, il faut, à part l'option des sous-groupes, bien sûr, je vous ai dit, la notion de sous-groupe est relative, hein. Le sous-groupe pour moi ne sera pas forcément le sous-groupe pour vous. Si j'ai 700 apprenants, mon sous-groupe ne sera pas le sous-groupe de celui qui a 100 apprenants. Mais on est conscient, on est d'accord que à partir du moment où la classe devient ingérable, que ce soit pour 700 ou pour 100 groupes, on a un problème de grand groupe. Donc, si vous ne pouvez pas faire des travaux de groupe parce que vous êtes prise par les délais, il faut savoir, l'une des contraintes de l'évaluation, c'est la correction. Ça peut devenir infernal et ça peut vous stresser. Vous pouvez, par exemple, essayer l'une des méthodes que nous avons proposées. Nous avons proposé plusieurs. Vous avez le choix rotatif. Par exemple, vous évaluez par étape. Ça, c'est pour être vraiment dans les délais, parce que ça, c'est selon, je repense selon votre cas. Vous pouvez avoir peut-être l'évaluation différée, peut-être par étape. Vous pouvez avoir l'évaluation à chaud, parce qu'il y a, par exemple, si vous faites un cours de phonétique, vous pouvez avoir une évaluation orale qui se fait, elle, peut-être à chaud, ou vous pouvez choisir l'option si vos apprenants ont accès au numérique, peut-être en ligne, vous pouvez utiliser cette option. Mais je rappelle aussi que la digitalisation des enseignements, ce n'est pas que les cours en ligne. Même l'utilisation d'un PowerPoint, vous, l'apprenant, vous pouvez décider de télécharger une vidéo, OK? Peut-être vos apprenants n'aiment pas des QCM parce que déjà qu'il faudrait leur expliquer ce que c'est qu'un QCM. Il faudrait dire à l'entame du cours les objectifs, définir le mode d'évaluation que vous avez choisi. Il ne faudrait pas que les apprenants soient surpris par un QCM. Parce que très souvent, s'ils ne savent pas, c'est un QCM à choix multiple, à choix unique, et ce sont des questions ouvertes, ce sont des questions fermées. Tous ces types d'évaluation, vous devez en parler dès le premier jour des cours, en même temps que les objectifs. Les apprenants doivent savoir comment ils seront évalués pour n'être pas surpris ou trouver qu'ils ont été trompés, entre guillemets. Donc, quand vous leur restez, et puis maintenant, la qualité de l'évaluation que vous allez choisir dépend des objectifs. Je ne peux pas vous dire, faites des QCM. Peut-être les QCM ne sont pas adaptés. Par exemple, si vous êtes professeur de philosophie ou de sociologie et que vous avez enseigné sur la dissertation, c'est-à-dire comment rédiger une dissertation, je vous êtes d'accord avec moi que si vous venez leur donner un QCM à choix unique, mais les enfants ne seront pas à l'aise et ce sera difficile. Ils ne seront pas d'accord parce que vous ne les avez pas formés à la réponse au QCM, mais à la dissertation, c'est-à-dire à la rédaction d'un texte. Là, vous les évaluez sur le texte. Mais si vous, dans vos enseignements, avez la possibilité de pouvoir faire un QCM, il faudrait au préalable que vous expliquiez de manière claire aux apprenants comment
ou quelle sera la forme de l'évaluation, quels seront les outils que vous allez choisir. Et quand vous allez leur expliquer de manière claire et pourquoi vous le faites, c'est-à-dire pour l'atteinte de vos objectifs, les apprenants, je pense à mon avis, qui vont adhérer. Pour vous, maintenant, je ne sais pas si c'est le QCM à tout prix, je ne sais pas le cours que vous enseignez, peut-être on pourra en reparler plus tard. Merci. Merci bien, Dr. Stéphane. Je vous propose une petite pause. Je sais que le docteur Nguelieu Elia a posé une question que je vais... On va vous donner la parole après, mais donnez-moi juste quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes pour qu'on prenne la deuxième série de questions. Donc, il y a dans le groupe qui anime ce webinaire, quelques-uns qui n'ont pas parlé et qui voudraient dire quelques mots, c'est-à-dire compléter ce que le docteur Stéphane a dit. Alors, je donne la parole à M. Libera, s'il est en ligne, et après à Olfa, qui a levé la main. Donc, ils font partie des formateurs et des initiateurs de ce webinaire. Alors, je leur passe la parole en attendant de revenir à la deuxième série de questions. Je rappelle qu'il nous reste 15 minutes. Voilà. À vous la parole, Monsieur Libera, si vous êtes en ligne. Oui, Yes. oui. Je vous remets la parole, M. Libera. OK, Pardon. merci beaucoup. Donc, il y a un élément très important qu'il faut tenir compte dans un grand groupe. Quand vous donnez cours, la durée de concentration de quelqu'un de normal dans un cours magistral est de maximum 15 minutes. Donc, il est conseillé toutes les 15 minutes de poser une question. Alors, pour justement garder les étudiants concentrés. Et donc, quels sont les outils ou les méthodes qui permettent justement d'animer un grand groupe? Il y a des méthodes très simples. Il y a 1, 2, tous, par exemple. Vous avez 400 étudiants. Vous pouvez poser une question aux étudiants, leur demander de réfléchir pendant 1 minute à la réponse, individuellement. Et puis, donc à 2 ou à 4, hein, en fonction de la taille du groupe, de leur demander de faire mise en commun de leurs réponses et de s'entendre sur une réponse unique. Et tous, et vous sélectionnez au hasard 2 ou 3 étudiants pour qu'ils donnent leur réponse. Et à partir de là, vous commentez les réponses des étudiants. C'est une façon de garder vraiment les étudiants attentifs dans un grand groupe. Alors, bien sûr, j'ai parlé de contexte. Le numérique résout pas mal de problèmes. Pour aussi préciser qu'on n'a pas nécessairement besoin du numérique, des outils numériques pour animer un groupe. Vous pouvez poser une question dans un groupe de 1000 étudiants. Mais bien sûr, il faut prévoir, par exemple, des cartes de couleurs différentes que vous distribuez aux étudiants et vous posez une question choix multiple. La couleur verte, c'est A, B, rouge, C, jaune, D, V, bleu, par exemple. Et voilà, et vous demandez aux étudiants de voter. Il y a un outil qui s'appelle WooClap qui permet justement d'animer un cours, de dynamiser un cours par le vote. Alors, la question d'évaluation, c'est une question très, très difficile, sans connaître le contexte, mais sachez qu'il y a des outils numériques qui permettent effectivement d'évaluer les QCM, de corriger d'une façon automatisée les QCM. Il est possible aussi de donner des questions fermées, ouvertes, et les étudiants répondent sur papier et on scanne les copies
et on les distribue aux correcteurs. Il y a des outils qui existent. Bien sûr, je comprends le contexte. Ce n'est pas évident d'avoir accès à ces ressources, à ces outils plutôt. Et alors, pour Marie-Paul, en vous écoutant, vous avez plusieurs problèmes. Un problème en fait, de temps, parce que vous donnez un cours pendant une semaine accéléré et vos étudiants n'aiment pas les QCM. Céleste a répondu à la question. Il faut entraîner absolument les étudiants. Mais je pensais comme solution à vous proposer la classe inversée. C'est-à-dire, vous envoyez avant, disons une semaine ou deux, des lectures ou une vidéo ou un article à lire, en tout cas des supports de votre cours aux étudiants, en leur demandant de lire, peut-être avec, disons, un guide qui leur faciliterait la lecture sous forme de questions et organiser les séances en présentiel accélérées pour une mise au point, pour faire une synthèse, pour... Rien n'empêche que vous pouvez, par exemple, effectivement créer des groupes et demander aux groupes de traiter des chapitres de votre cours. Vous voyez? C'est d'actualité, la co-construction des contenus. Hein? Et donc voilà. Voilà quelques observations que je voulais donner, comme le temps est très court. Je m'arrête là, tout en reconnaissant que je n'ai pas apporté de réponse, en fait. À vous la parole. D'accord, merci. Merci, Libéra, pour ce complément. Merci beaucoup. Nous avons une question je vois dans le forum d'Innocent, qui est la Oui, même que celle d'Ilia. voilà, c'est la même question. Tu peux les laisser reposer en quelques secondes. Ils peuvent le poser la D'accord, question. Donc, d'accord. Monsieur Elias, vous pouvez ouvrir votre micro et reposer votre question. Il y avait une main levée de Olfa. Ah, Alors, bonsoir. désolé. C'est Pas de vraiment un problème, plaisir pour moi de peux attendre, pas de problème. On fait passer les D'accord, invités. c'est bon. Vous Ouais. m'excusez, j'ai oublié un des formateurs, Olfa. Alors, elle nous donne la Pardon? permission de continuer. On lui donnera la parole. Allez-y, Allô? Monsieur Elias. Alors, Allez-y, vous merci pouvez poser beaucoup votre question. de me permettre de poser cette question. Bonsoir à tout le monde. Et c'est vraiment un réel plaisir de participer à ce webinaire très intéressant. Ma préoccupation, justement, comme le collègue l'a reformulé, porte sur l'évaluation. Alors, dans un groupe ou une classe de plus de 1500 étudiants, lorsqu'on n'a pas atteint ses objectifs d'apprentissage en termes de progression pédagogique et qu'on a la pression de l'institution, comment est-ce qu'il est possible de respecter les différentes normes qui ont été présentées principalement en matière de participation des apprenants et également la logique d'interaction que cela suppose quand on n'a pas terminé le programme. Donc, je crois que voilà en fait ma préoccupation qui rejoint celle du collègue. Quelle est Merci la bien. stratégie à développer en ce moment-là? D'accord. Merci bien, docteur Stéphane. Oui, Vous pouvez y aller. oui. Merci, merci Elia, mon cher collègue. Je suis ravie que tu sois là et très honorée de ta présence. Je vais dire, tout réside dans la préparation en amont, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'image. C'est difficile d'improviser pendant un cours. Le cours, il ne s'improvise pas. Vous connaissez vos apprenants la bus. Vous connaissez votre volume horaire. Il faut absolument, avant le début de cours, que tout soit planifié. Toutes ces différentes étapes, c'est-à-dire de la préparation, en passant par le maintien de l'attention, en passant par Professeur, etc., docteur etc. Il Stéphane, il y a faudrait que des vous coupures. planification. Si vous avez un volume horaire de 20 heures, par exemple, pour un cours, il faudrait que vos objectifs puissent tenir dans 20 heures. Vous n'allez pas leur apprendre à construire une fusée en 20 heures, c'est clair. Là, ce sera
OK. Activité il au faut- préalable, le préutilisé. Il faut réfléchir aux moyens de communication. Oui, Pascal? Stéphane, OK. il y a des coupures. Ah, Oui. OK, je ne sais pas pourquoi. Je dis, D'accord. le secret, en fait, c'est la planification. D'accord. Super. Dans la planification, vous avez le rythme, la participation, l'adaptation, les outils que vous allez utiliser, le choix, même, vous planifiez tout dans vos objectifs, même jusqu'au choix des activités que vous allez utiliser. Vous variez les outils, les supports pour utiliser des supports qui intègrent au maximum tous les apprenants. Vous privilégiez les interactions, mais vraiment, il faut le faire à cette première partie, à la partie préparation. Ce sera difficile pour vous d'improviser quand votre cours aura déjà commencé, sinon vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Merci, Dr. Stéphane. Je redonne la parole à une Non, des s'il vous plaît, s'il vous plaît. organisatrices. J'avais sauté. Dr. Hervé, s'il te Oui, plaît, il y a Dr. Alpha qui n'a pas encore parlé. d'accord, Est-ce ça que va. tu permets que je lui passe la parole? Voilà. Alpha, à vous la parole. D'accord, je vais essayer de faire vite parce que notre modérateur d'aujourd'hui est très strict dans le temps. Alors, je vais faire Désolé. attention. Pas de Désolé. problème, Pascal, je comprends. En fait, j'avais une remarque par rapport à ce qu'a dit Céleste, mais j'ai une autre remarque par rapport à ce qu'a dit Libera tout à l'heure. Il a parlé de l'activité 1 de tous et d'autres genres d'activités. Je voudrais signaler que c'est déjà programmé dans le prochain webinaire un aperçu sur ces activités-là de pédagogie active. En fait, ces deux webinaires, la gestion des grands groupes et la pédagogie active, ont plein de trucs en commun qui résident surtout dans les méthodes à utiliser, que ce soit des méthodes pour activer un petit groupe ou un grand groupe. On a essayé un peu de planifier avec la docteure Céleste pour diviser un peu, pour mettre des trucs dans ce webinaire, d'autres dans le prochain, mais ça va être des activités qu'on va voir déjà assez profondément dans le prochain webinaire. Ça, c'est un. Deux, par rapport aux questions du QCM, par rapport à ce qu'a dit Céleste tout à l'heure, je voudrais boucler la boucle et revenir à l'alignement pédagogique. Tout à l'heure, Céleste, elle a dit, ça dépend, si vous enseignez ceci, vous ne pouvez pas faire des QCM et vous ne pouvez pas les faire sans les annoncer à vos étudiants. On est justement dans l'alignement pédagogique. Enseignement, objectif d'apprentissage, contenu, méthode d'enseignement et méthode d'évaluation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ce sujet. Merci Pascal. J'ai pris une Merci, minute. Bonjour aux Tunisiens. Ensuite, docteur Hervé, je vous redonne la parole pour quelques secondes avant de passer la parole au docteur Zachary. Merci beaucoup, docteur Pascal, pour la parole m'accordée. Mais au fait, exactement, je voulais abonder dans le même sens développé par docteur Olfa. Et du coup, la question nous renvoie sur la notion de la triple concordance que vous-même, vous avez explorée ou exploitée un peu plus avant. Du reste, lorsqu'on constate que, voilà, on n'a pas atteint les objectifs, on a défini les objectifs en amont, on a utilisé une méthodologie pour les atteindre, et voici, en aval, on les a évalués, et on n'a pas atteint ces objectifs-là, mais du reste, nous devons rentrer et utiliser une autre méthodologie pour rencontrer les objectifs escomptés. Et les différentes méthodologies, je pense, ont été proposées du reste par le docteur Sokeng ici. Donc, pour moi, je vois que ça rentre pratiquement dans cette logique de triple concordance. On a défini les objectifs en amont, et voici, on a utilisé une méthodologie, une technique. On n'a pas atteint les objectifs escomptés après avoir utilisé une méthodologie donnée. Mais voici, vous êtes obligé de changer la méthode. Et parmi les différentes méthodes, je pense qu'ici, le docteur Sokeng a bel et bien proposé les différentes méthodes. Donc, on ne sera pas dans une logique comme quoi, voici, parce qu'on a
déjà défini telle ou telle autre méthode. Voici, on n'a pas atteint les objectifs, donc on reste dans cette logique-là. Non, on doit changer. Et c'est ça même l'objectif de l'évaluation, à mon humble avis. Donc, c'est un peu cet avis et considération que je voulais apporter là-dedans. Merci beaucoup. Merci, docteur Hervé. Bonjour à tous ceux de RDC. Maintenant, docteur Zachary Kam, et après, je vais passer la parole à monsieur Thierry. Il nous reste à peu près 5 minutes. 5 minutes. À Ok, vous la parole. Oui. je vais être assez rapide par rapport à, pour mon intervention. Effectivement, si un enseignant dit qu'il n'a pas fini l'ensemble de son cours, la première chose on peut noter, c'est la question de la scénarisation. Ça veut dire que l'enseignant a eu des ambitions, a voulu passer le savoir, a voulu donner de la compétence, mais n'a pas scénarisé de manière appropriée son enseignement. Voilà. Donc, il faut que à la seconde ou bien à la prochaine édition du cours, que on remette en évaluation le cours et qu'on fasse une meilleure scénarisation au niveau macro, méso et au plus bas niveau, qu'il y ait une bonne scénarisation afin que les objectifs, comme le docteur Hervé l'a dit, qu'on puisse atteindre les objectifs. Si je n'ai pas fini mon cours, euh, il se peut qu'il y ait une pression de l'administration pour que je finisse, mais on ne peut pas finir le cours si le temps qui devait être réservé au cours n'a pas été attribué à l'enseignant. C'est ça aussi. Donc, si on vous attribue un cours, on vous demande de faire un cours de 40 heures en 18 heures, normalement, ce n'est pas possible parce que vous allez enlever certains éléments de votre cours et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Mais si vous acceptez de prendre le cours de 40 heures en 18 heures, c'est que vous devez scénariser votre cours de manière à donner également des éléments aux étudiants pour qu'ils réalisent ça à la maison. Donc, la notion de classe inversée va prendre beaucoup plus de place en ce niveau-là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, finir vos cours et donner également les méthodes d'évaluation pour que les étudiants puissent se reconnaître dans ce que vous avez enseigné pendant la période d'évaluation. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, docteur Kam. Est-ce que le docteur Céleste veut ajouter quelque chose avant que je ne passe la parole au collègue Thierry? Non, ça va. Je crois que D'accord. les collègues l'ont dit, la scénarisation, peut-être dans une prochaine édition, je pourrais faire peut-être, pourquoi pas, une présentation sur la scénarisation d'un cours. Je crois que ce serait aussi intéressant. D'accord. Maintenant, pendant que M. Thierry pose sa question, je suggère au professeur Stéphane de regarder sur les messages qu'on envoie. Quelqu'un a fait une remarque, vous pourriez y répondre. Mais après, mais maintenant, il faudrait que vous écoutiez et que vous lisiez en même temps. On vous demande l'impossible. Monsieur Thierry, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, cher maître, pour la qualité de la présentation. La présentation était vraiment à la hauteur. Je félicite professeur pour la qualité de la présentation. Mais également, merci beaucoup pour cette méthode pour les pays en voie de développement, la gestion de grands groupes. Ma préoccupation était seulement de relever par l'analyse SWOT, diagnostiquer un peu cette méthode de la gestion de grands groupes. Voilà un peu ma préoccupation. D'accord. Merci, professeur, docteur Stéphane. Oui, j'ai essayé de lire les questions dans Ah, le groupe. La préoccupation était celle de savoir comment gérer les grands groupes. J'ai pas suivi. oui. Collègue Thierry, vous pouvez préciser? Professeur, je voulais par un diagramme d'Ishikawa ou bien par la méthode SWOT faire l'analyse de cette méthode, la gestion des grands groupes, relever un peu quelques points forts et quelques points faibles dans la mise en œuvre de la méthode de grands groupes. Oui. D'accord, d'accord, merci. Je crois que j'ai mieux suivi.
Euh, Ces méthodes-là, la gestion des grands groupes, il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est clair. Peut-être comme avantage, on peut dire, pour le cas où vous utilisez la classe inversée, il y a la facilité d'accès aux ressources pour les apprenants. Ça, c'est un gros plus que les manuels à utiliser, les outils, etc., soient disponibles ou bien peut-être à travers des vidéos. C'est un avantage pour les grands groupes parce que si vous prenez votre projecteur et que vous faites une vidéo dans un amphithéâtre de 2000 étudiants, vous êtes d'accord que la qualité du son dans nos universités ne sera pas toujours la meilleure, la qualité de l'image non plus. Alors que si vous passez à une classe peut-être inversée, vous avez déjà cette facilité-là. Ça, c'est un avantage. La même chose sur le temps, la gestion du temps aussi, qui est un facteur important. Vous savez, en 2 heures, faire des travaux de groupe pour 400 étudiants, ce n'est pas évident. Alors que si vous utilisez d'autres alternatives, peut-être si vous avez un dispositif hybride, par exemple, avec des présentiels et des cours en ligne, vous avez une facilité de gestion de temps et vous avez beaucoup plus de temps à votre disposition. Bien sûr aussi, il y a des limites, OK? On l'a dit, il y a par exemple, si vous utilisez des plateformes qui utilisent Internet, il y a le coût de l'Internet, OK? C'est clair. Il y a peut-être les problèmes d'électricité. Ça, c'est un problème. L'absence de matériel, d'outils dans les labos. Si vous avez un labo, vous avez 1000 étudiants, il vous faut un microscope parce que vous analysez la structure de la cuisse de grenouille. Vous êtes d'accord avec nous que dans notre contexte, ce sera difficile. Et c'est là où peut-être la digitalisation des enseignements peut vous aider. Parce qu'au lieu de faire voir à tous sur un microscope que vous n'avez, sur 1000 microscopes que vous n'avez pas, vous pouvez simplement le faire vous-même, vous filmer ou télécharger une vidéo sur YouTube avec la technique que vous voulez enseigner. Et là, tous les apprenants voient en même temps. Une autre contrainte, par exemple, comme je l'ai dit, c'est aussi la filouterie, OK? Dans un travail de groupe, c'est pas facile d'avoir la participation de tous à valeur égale. Il y a toujours des apprenants qui trichent. Il y en a qui ne participent pas quand vous donnez un travail de groupe. Si vous avez 20 apprenants, quand vous recevez la copie, la hard copy de votre travail, on est d'accord qu'il y en a certains qui, je peux dire, n'ont presque jamais vu le contenu. Donc, la gestion des cours n'est pas facile. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais pour tous, pour un bon apprenant, un bon enseignant, c'est d'essayer de trouver les méthodes les plus adéquates pour pallier les différentes difficultés que l'enseignant rencontre. Je ne sais pas si je reprends la question. Merci, docteur Stéphane. Maintenant, parmi les initiateurs de ce webinaire, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose de spécial? Ou parmi tous les participants, est-ce que quelqu'un aurait une question déterminante et importante qu'il voudrait tout de même poser? On peut encore se donner 5 minutes. Si vous voulez intervenir, vous le manifestez en levant simplement la main. Oui, c'est Libéra. Peut-être après les Ensuite, autres, Hervé. c'est vraiment de faire la promotion, enfin, parler un peu de la formation en fait FIPIN. Donc, je le ferai après les autres, peut-être. Oui, après, d'accord. Donc, je passe la parole à Hervé. Merci, merci beaucoup, docteur Pascal. En fait, moi, je voulais peut-être un peu rajouter par rapport aux éléments qui ont été complétés tout à l'heure sur les tout derniers intervenants. Vous conviendrez avec nous que l'aspect qu'il essaye, je ne sais pas si mon Internet est stable. Hein. Non, Ça on vous marche? entend. On vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui. Docteur Hervé, on vous entend depuis la RDC. Oui. Hervé, on t'entend. Donc, en attendant qu'Hervé résolve son problème d'Internet, docteur Olfa, Tunisie a la parole.
Merci. Non, je voudrais juste, avant de terminer, remercier deux personnes, remercier le docteur Céleste pour cette excellente présentation. Ça a été, et ça m'a encore donné des nouvelles idées pour le webinaire suivant. Donc, merci Céleste, c'était vraiment excellent. Et je voudrais remercier notre ami Zach, parce que je voudrais le dire, c'est lui qui est en train de concevoir toutes ces belles flyers pour le webinaire, pour chaque webinaire, le flyers pour le webinaire. Et cette nouvelle flyers que je n'ai pas vue pour la formation FIPUL. Donc, merci à Zach. Voilà. Merci. J'ai à dire. Je donne la parole à Dr. Hervé, s'il est connecté. Dr. Hervé, je vous redonne la parole. Non, Dr. Hervé, ça ne passe pas encore. Alors, je donne la parole à M. Libera. M. Libera, je vous demande de développer FIPUN pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup. En fait, FIPUN, c'est une formation de 3 mois intensif et donc financée par la coopération universitaire belge. Donc, c'est-à-dire tout est payé, billets d'avion, frais de séjour, accueil, logement, voilà, tout est payé, tout est pris en charge par la coopération universitaire belge. Et donc, vraiment, l'idée, c'est donner une occasion aux académiques, aux professeurs des universités africaines de pouvoir, pendant 3 mois, à partir vraiment de leur cours dans l'état actuel, de retravailler complètement leur cours tout au long de la formation, en fait. Et puis, ils repartent avec un cours scénarisé, si c'est possible, avec une séquence ou l'entièreté du cours mise en ligne sur Moodle. Donc, voilà. Et bien sûr, c'est une concurrence féroce parce qu'on n'a que 12 bourses et les dossiers de candidature, c'est autour de 300. Donc, vous comprendrez vraiment que c'est compétitif. Et l'appel est lancé chaque année vers le mois de septembre. Et la date limite, c'est vers fin novembre. Et voilà. Et la sélection se fait vraiment de façon objective. Et donc, c'est un projet sur 5 ans. Donc, l'équipe qui a préparé ces webinaires était de la première cohorte. Et bientôt, il y aura une deuxième cohorte. La formation commence mi-avril et se termine fin juillet. Et donc, il y aura au total 5 cohortes, c'est-à-dire au moins 60 enseignants académiques formés en pédagogie universitaire numérique, tout en espérant que de telles initiatives vont, disons, se lancer, se concrétiser au sein de chaque pays par justement les collègues qui auront suivi cette formation. Voilà. Donc, dès que l'appel sera publié, je pense que on vous enverra l'appel pour que vous puissiez tenter votre chance. En tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est que au moins 2 enseignants par pays puissent, je parle de pays francophones bien sûr, puissent participer à cette formation dans le but justement de faire bouger, de faire, comment dire, améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités africaines francophones. Je vous remercie. Merci bien, M. Libera. Il n'a pas voulu dire que c'est l'initiateur de ce projet, en fait, celui qui le porte, donc à l'ULB, Université libre de Bruxelles. Merci bien, professeur Libera. Docteur Hervé, est-ce que la connexion est revenue pour que vous puissiez dire tout dernier mot? Docteur Hervé, non, je crois que ça ne passe pas. Donc, nous allons Je vais conclure. juste Est-ce qu'il y dire aurait quelqu'un qui aurait... oui, un petit mot.
Oui, Nous avons Hervé? déjà envoyé le lien pour Oui, l'évaluation de la séance-ci dans les chats. Le lien de l'évaluation est déjà à votre disposition. On pourra renvoyer ça plus tard, mais voilà, vous pouvez aller voir, évaluer d'accord. la séance. Merci. Merci bien. Donc, je remercie chacune et chacun de vous pour cette fidélité à tous ces rendez-vous des mercredis du soir depuis le 7 février. C'est toujours un grand plaisir pour nous de voir que le nombre augmente de séance en séance. Alors, ça dénote certainement de l'intérêt que vous portez à ces séances de formation. Alors, tout le groupe vous remercie et vous demande, comme suggéré par le professeur, le docteur Zachary, que vous puissiez nous aider à améliorer en répondant simplement à la fiche d'évaluation qui vous a été envoyée. Alors, les collègues, est-ce que quelqu'un aurait un dernier mot lumineux à dire avant qu'on ne se quitte? Alofa, bonne arrivée, docteur Alofa, un des membres de la première cohorte de l'ULB. Bonne arrivée. Bon, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue à l'OFA. Salut, Alofa. Allez, Alpha, comment vas-tu? Bien, et Ça toi, fait longtemps Alpha? qu'on ne s'est pas vu, on est désolé. Oui, oui, il y a très Super. longtemps. D'accord. Toutes mes Bienvenue à excuses toi. pour mes absences répétées. Mais cette Pas de problème. fois-ci, ça va. D'accord. Bonjour à ceux de Bénin. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, si, si. Ça va? Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire qu'on a oublié? Super. C'est bon? Non, ça va, c'est bon, Pascal. Je Merci à tous, remercie tout le Stéphane. monde. Oui, merci pour la participation, pour les questions et pour le partage. Grand merci à toi pour le temps Merci à pris toi, pour Céleste. préparer tout Pascal, cela. oui, Oui, juste un mot. En fait, je suis en train de réfléchir. Je crois qu'on on en avait parlé lors de votre séjour ici, oui. de pouvoir négocier avec certaines maisons comme WOCLAP, par exemple, d'avoir une licence conjointe. C'est-à-dire, D'accord. par pays, les universités peuvent se mettre ensemble et puis avoir une licence commune. J'ai une réunion avec WOCLAP. Je pourrais même vous associer D'accord. pour ceux qui sont intéressés, comme ça, suivre les échanges ensemble, en fait. Super. D'accord, merci. Merci. Bonne idée, Idem pour super. d'autres applications comme, c'était question d'évaluation qui pose problème. Là aussi, je pourrais prendre contact avec les sociétés avec qui nous travaillons pour négocier une licence quand même accessible et en mutualisant en fait en mettant plusieurs universités ensemble et acheter une licence. Super. Il y a des pays, des universités qui sont plus riches que d'autres. Au Cameroun, le Cameroun, ça va payer pour tout le monde. Voilà. Merci bien et excellente soirée à chacune et à chacun de vous. Et rendez-vous pour la prochaine séance mercredi prochain. Et Alpha vous annonce déjà le thème. Alpha, Ah c'est oui, bien toi. ça Oui, serait assez actif, hein? Préparez-vous. d'accord. Merci. D'accord. Voilà, ça serait avec la pédagogie active pour le prochain webinaire. J'espère que vous Voilà. serez aussi là. Ouais, Donc, c'est le 28. ouais, c'est le 28. On pourrait tester WooClap pour ceux qui sont intéressés, donc on pourrait trouver une solution. D'accord. C'est déjà Ah, fait. ok. C'est déjà fait. Oui, il y D'accord. aurait un au clap. Ok. C'est déjà fait. Super. Ouais. Merci. C'est difficile de se quitter, mais Ah obligé de oui. vous dire au revoir. Au Ciao, ciao. revoir. Alors, ciao, Bye. ciao. Merci Bye. bien à tous et bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci bien. Bye.